Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous lire un extrait d'un de mes livres préférés, si pas mon livre préféré. Il s'appelle Tout ce que j'aimais et il a été écrit par une auteure que j'aime beaucoup, elle aussi, qui s'appelle Siri Hustvedt. Le voici. C'est parti? J'entendais tous les jours Lucille circuler au-dessus de nous. Elle avait un pas caractéristique, léger et un peu traînant. Quand je la rencontrais dans l'escalier, elle m'adressait toujours un sourire embarrassé avant que nous commencions à bavarder. Elle ne parlait jamais de Bill, ni de Violette. Et si je lui demandais toujours des nouvelles de son travail, elle ne me proposa plus de lire ses poèmes. À mon instigation, Erika l'invita, ainsi que Marc, à dîner ce printemps-là. Elle s'habilla, pour l'occasion, d'une étrange robe sac beige, très peu flatteuse. Bien qu'elle dissimulât son corps, cette robe mal choisie me toucha. J'y vis un signe de plus de son détachement des choses de ce monde et, loin de me repousser, sa laideur me parut émouvante. Assis à table en face d'elle, ce soir-là, je fus frappée par l'impassibilité de son visage ovale et pâle. Sa réserve lui conféra une aura quasi inanimée, comme si, par quelque coïncidence surnaturelle, elle avait été un portrait d'elle-même peint des siècles avant sa naissance. Ce soir-là, Matt et Marc ressortirent leur déguisement d'Halloween et vinrent tourner à grand bruit autour de nous. Marc portait un costume de squelette en fin nylon avec des os blancs imprimés sur fond noir, et Matt était un mini Superman, tout maigre dans son pyjama bleu avec un S de feutrine rouge cousu sur le devant et une cape du même tissu. Matt se mit à appeler Marc homme squelette et tête d'os. Au bout de quelques minutes, les surnoms étaient devenus une brillante mélopée. Os, os, mort, couché. Les deux petits garçons marchaient pesamment en rond devant la fenêtre de notre loft. Tels deux fossoyeurs fous, ils répétaient sans se lasser leur psalmodie. Os, os, mort, couché. Erika les observait et je tournai la tête plusieurs fois pour m'assurer qu'il n'était pas en train de se mettre dans un état de frénésie qu'il ne pourrait se terminer que dans des larmes. Lucille, elle, ne semblait ni remarquer son fils, ni entendre la chanson que Matt avait inventée pour leur jeu. Elle nous raconta qu'elle envisageait d'accepter un poste à Rice University, à Houston, où on lui proposait de donner des cours d'écriture. « Je ne suis jamais allée au Texas, » nous dit-elle. « J'espère que si je prends ce poste, je rencontrerai un cow-boy ou deux. Je n'ai jamais rencontré de cow-boy. » Lucille entrecoupait ses propos de petits silences, comme si elle avait pris le temps de peser chaque mot, un léger tic que je n'avais jamais remarqué avant ce dîner. « Les cow-boys m'intéressent depuis que je suis toute petite, » ajouta-t-elle. « Pas les vrais, bien sûr, mais ceux que je m'inventais. La réalité risque de me décevoir terriblement. » Lucille accepta ce poste et partit au Texas avec Marc au début d'août. Il y avait alors 2 mois qu'elle et Bill avaient divorcé. 5 jours après l'arrêt définitif du divorce, Bill et Violette s'étaient mariés. Le mariage eut lieu dans l'atelier du Bowery le 16 juin, date à laquelle l'Ulysse juif de Joyce a erré dans Dublin. Quelques minutes avant l'échange des vœux, je remarquai que le nom de famille de Violette, Blom, n'avait qu'un O de différence avec Bloom. Et ce lien dépourvu de signification m'amena à réfléchir au nom de Bill, Wechsler, qui comporte la racine germanique de changement, changer et faire changer. Bloom et change, pensais-je, épanouissement et changement. Bill et Violette avaient souhaité se marier à Paris, loin de la famille et des amis. C'était l'intention qu'ils avaient annoncée à Regina ainsi qu'aux parents de Violette. Mais leur caprice romantique se heurta au dédale des lois françaises et ils se marièrent rapidement avant de partir pour la France. Les seuls témoins de l'événement furent Matt, Dan, Erika et moi. Marc et Lucille se trouvaient à Cap Cod dans la famille de Lucille. Regina et Al faisaient une croisière je ne sais où, et les Blom projetaient d'organiser une réception en l'honneur du couple dans le Minnesota vers la fin de l'année.
Il faisait près de 40 degrés et nous étouffions tous les Suisses. Le ventilateur du plafond faisait tourner en rond l'air suffocant, accompagnant de ses grincements la brève cérémonie dirigée par un petit homme chauve appartenant à la Ethical Culture Society. Après avoir dit quelques mots et lu un poème de John Donne, The Good Morrow, il déclara Bill et Violette, mari et femme. Quelques minutes plus tard, le vent se leva et s'engouffra par les fenêtres, et il se mit à pleuvoir. Il plut à verse et le tonnerre gronda pendant que nous dansions sur des enregistrements des Suprêmes et buvions du champagne. Nous dansions tous. Dan dansa avec Violette et Erika, avec Matt et avec moi. Il tapait des pieds sur le sol en laissant régulièrement échapper un long rire bas et sourd, jusqu'au moment où il céda au désir d'aller déambuler et fumer seul dans un coin. Erika avait habillé Matt en blazer, nœud papillon et pantalon gris, mais il dansait pieds nus, vêtu seulement de sa chemise blanche et de son caleçon. Il agitait les mains au-dessus de sa tête en se balançant d'avant en arrière au rythme de la musique. Les mariés dansaient eux aussi. Violette se trémoussait, gambillait, se cambrait, et Bill suivait le mouvement. Tout à coup, il la souleva dans ses bras, l'emmena sur le palier à l'extérieur du loft, et puis repassa la porte avec elle. « Qu'est-ce que oncle Bill fait à Violette ?» me demanda Matt. « Il lui fait franchir le seuil. » Je m'accroupis près de lui pour lui expliquer le symbolisme du seuil. Matt me fixa avec des grands yeux et voulut savoir si j'avais fait la même chose avec sa maman. Je ne l'avais pas fait, et en voyant son visage, je sentis que ma virilité pâlissait un peu à côté de celle du vigoureux oncle Bill. Bill ne voulait pas que Lucille s'en aille de New York avec Mark, mais plus il insistait pour qu'elle reste, plus elle faisait preuve d'obstination, et Bill perdit ainsi sa première bataille concernant son fils. Il garda le loft acquis grâce à son héritage, son break, son compte d'épargne, les meubles que Lucille et lui avaient achetés ensemble et 3 portraits de Mark disparurent dans l'opération. Lorsque Bill et Violette revinrent de France, Lucille et Mark étaient partis au Texas et dans le loft vide au-dessus de chez nous ne demeuraient que les livres de Bill. Violette nettoya avec énergie et ils emménagèrent. Fin septembre, quelques semaines à peine après son installation au Texas, Lucille téléphona à Bill pour lui dire qu'elle se sentait incapable de s'occuper de Mark tout en donnant ses cours. Elle mit Mark dans un avion et le renvoya chez son père. Mark se retrouva donc avec Bill et Violette dans l'appartement de Green Street où il avait habité avec sa mère pendant 2 ans. L'endroit devait lui paraître bien différent. Lucille était une piètre ménagère. Sans être aussi négligente que Bill, elle vivait avec des livres empilés par terre, des jouets qui traînaient sous les pieds et tout un troupeau de moutons de poussière. Violette s'empara de ce nouveau logis avec son zèle caractéristique. Récurée avec vigueur, les pièces en grande partie vides resplendissaient. La première fois que je les vis dans leur récente incarnation, un vase en verre incolore était posé sur une table neuve fabriquée par Bill et peinte par Violette en un bleu turquoise intense. Dans le vase, il y avait 20 tulipes d'un rouge lumineux. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres lectures ou bien simplement à liker et commenter la vidéo ci-dessous. Et puis vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, Sophistophiles. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures et puis à très vite.